Nouveau podcast. Aujourd'hui, on accueille Clément, qui est coach et pratiquant de force athlétique, qui pour moi est une super discipline pour vraiment avoir des bases solides en termes de technique sur ses mouvements, ce qui permet ensuite de progresser au niveau musculaire et donc de prendre du muscle. Alors j'étais super content de faire ce podcast avec lui. Vous allez voir, la discussion elle est vraiment riche et il y a beaucoup de choses à en tirer. Mais bien sûr, avant tout, surtout si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les futurs podcasts. Il y a des super invités qui vont arriver et bien sûr pour ne pas rater les prochaines vidéos de la chaîne. Allez, sans plus tarder, je vous laisse avec ma discussion avec Clément. Vous allez voir, ça vaut le coup. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Scan Training pour un tout nouveau podcast. Aujourd'hui, on est avec Clément Goudin, qui est athlète de force athlétique, qui a aussi été champion de France en 2019. Comment tu vas, Clément? Ça va, merci. Salut à tous. Donc aujourd'hui, petite intervention de Clément pour aborder un sujet que je trouve essentiel, je pense que Clément sera d'accord avec moi, c'est celui de est-ce qu'il faut être dans une optique de se détruire, entre guillemets, vous allez comprendre, ou de construire quand on s'entraîne. Pour remettre un petit peu de contexte, la cible sur Scan Training, c'est un peu plus les pratiquants intermédiaires qui souhaitent prendre du muscle et progresser de manière générale, en force aussi, hein, on va y revenir, mais forcément les deux sont intimement reliés. Et dans cette idée-là, en fait, on a souvent cette croyance de se dire, je vais à la salle pour détruire le fil musculaire, pour m'annihiler, comme on aime bien dire, alors que nous, on est un peu plus dans la construction. En tout cas, avec Clément, notre philosophie, c'est un peu plus de vous conseiller de construire une base solide au niveau postural, etc. Avant ça, Clément, est-ce que tu peux te présenter en deux, trois mots pour que les gens puissent te connaître un petit peu? Je m'appelle Clément Goudin, donc je suis coach en force et compétiteur en force athlétique. Enfin, coach dans le développement de la force de manière générale, ça peut être haltérophilie, etc. Je pratique la musculation depuis plus de 15 ans et la force depuis 12 ou 13 à peu près, et en compétition depuis un peu moins de 10 ans. Ça va faire 9 ans en compétition là, cette année. Euh, je suis passé par les différentes étapes, dont celle dont tu parles, d'aller à la salle pour me pulvériser. Donc j'ai fait pendant longtemps, pendant de longues années, je me suis pulvérisé à la salle avec, bon, j'ai progressé quand même, mais avec des petits bobos et tout ça. Et en fait, on se rend compte avec le temps, c'est comme ça qu'on progresse forcément le mieux et qu'on rentabilise le mieux notre temps d'entraînement. Ok, d'accord. Donc un bon parcours en tant que coach aussi, hein. C'est vrai que je ne l'ai pas mentionné, mais c'est vrai que tu es spécialisé dans le développement de la force, comme tu l'as dit. Et j'aimerais bien qu'on revienne un petit peu sur cette notion qui est, je pense, encore un peu floue. Alors, elle commence à bien se démocratiser, mais à mon sens, elle mérite d'être encore appuyée, que si vous êtes fort, vous allez obligatoirement prendre du muscle. Alors, on est d'accord, en fait, pour le principe de la prise de muscle, en fait, résulte de la prise de force, en quelque sorte où de toute façon, le but, ça va être d'augmenter vos charges, d'augmenter vos barres. Et je pense que tu es d'accord avec ça, Clément? Ah bah, de toute façon, clairement, oui. En gros, l'idée, c'est de progresser. C'est-à-dire que si vous faites, je sais pas moi, 10 reps à 100 kg, la tension mécanique que vous allez exercer elle sera moindre que si vous faites 10 reps à 150. Donc, a priori, si vous êtes en mesure de faire 10 reps à 150, vous aurez une masse musculaire qui sera en conséquence, donc qui sera plus importante que pour faire 10 reps ou 10 reps à 80 ou 10 reps à 70 ou peu importe. Ouais, Donc ouais, oui, tout à fait. l'idée, c'est de progresser sur vos mouvements de manière à mettre plus lourd, avoir plus de tension mécanique et du coup créer de la masse musculaire. Même si la tension mécanique, ce n'est pas le seul facteur d'hypertrophie, ça reste quand même un des principaux facteurs et sans Ouais. doute celui qui est le plus facile à manager. Ouais, ouais, tout à fait. Et c'est vrai qu'on voit souvent, donc comme on l'a rappelé, cette croyance de vouloir se détruire justement. Est-ce que toi, dans les personnes que tu coaches, il y a beaucoup de personnes qui ont cette croyance? Alors c'est un peu différent vu que c'est vraiment spécifique à la force, mais est-ce que pour toi, tu as connu l'erreur ou est-ce que tu as des personnes donc, dans tes coachings qui ont cette croyance de je dois forcer tout le temps, je dois être à fond tout le temps et je dois surtout essayer d'avoir des courbatures le lendemain ou autre? Est-ce que tu as un petit peu ces choses-là? Bah, il y a pas mal de, ouais, il y a pas mal de croyances. Alors après, moi, les gens que j'ai, je peux avoir des, donc c'est axé développement de la force, mais j'ai aussi des personnes qui sont un peu axées power building, si on veut, si on va appeler ça Mhm. comme ça.
où les gens veulent quand même avoir une bonne masse musculaire, un bon physique, etc. Ils ne sont pas forcément dans un objectif de compétition. Donc, les facteurs d'hypertrophie, c'est quand même ils les recherchent quand même. Moi, de manière générale, les gens qui me contactent me suivent et ne sont pas forcément orientés là-dessus. Ils ont déjà certaines bases, certaines connaissances. Et ils savent ce que je propose. Donc, ça arrive que j'ai des personnes qui soient un petit peu encore dans ces croyances de il faut que je charbonne plus pour avoir plus de résultats. Alors, dans une certaine mesure, c'est vrai, parce que si tu vas à la salle pour brasser de l'air et sans mettre aucune intensité dans ce que tu fais, il ne se passera pas grand-chose. Malgré tout, il faut trouver un équilibre entre je me mets avec des mouvements archi trichés type à la Branch Warren, tu vois, ou alors je vais à la salle pour brasser de l'air, pas dépasser le RPE5, et effectivement, dans ce cas-là non plus, il ne se passera pas grand-chose. Et en fait, entre les deux, il faut trouver un équilibre qui vous est propre et qui vous permette de progresser. Ouais, absolument. Donc, ce que tu dis, c'est très juste et ça me fait un peu rebondir, tu sais, sur cette question du volume et de l'intensité, même de la fréquence, hein, si on veut. Où moi, je suis plus partisan, tu vois, sur mes coachings aussi. Et d'ailleurs, ça peut surprendre certains de pas forcément mettre un gros volume d'entraînement, mais de miser sur l'augmentation, la surcharge progressive à chaque séance, de manière à mettre un peu plus lourd et progresser, comme on a dit. Pour moi, tu vois, je suis un peu dans cette philosophie où on démarre assez tranquillement sur un volume, un certain volume, en fonction de la personne, en fonction de plein de critères qui sont personnels à elle. Et au final, en augmentant petit à petit les charges, mais sans être à fond, tu vois, on prend l'exemple d'une personne qui pourrait faire 10 reps à 80 kg au développé couché, par exemple. Je vais la faire démarrer à 65 kg, 60-65 kg. On va augmenter petit à petit. On va être sur 3 séries de 10, par exemple. Et au bout de quelques semaines, de quelques mois, elle va réussir à dépasser 80 kg en série de 10. Elle va peut-être être à 3 x 10 à 80, 82,5. Et pour moi, c'est plus efficace que de vouloir rester peut-être à 60 kg et miser aussi sur un excès de volume, sur l'isolation, des choses comme ça. C'est vrai que je suis de l'école super physique aussi, je suis un peu plus dans cette optique de progresser sur des gros mouvements. Est-ce que pour toi, c'est plus efficace de faire un 3 x 10 au développé couché ou un 3 x 8, peu importe, en essayant d'augmenter ses charges au fur et à mesure, ou alors c'est plus efficace de faire ce même 3 x 10, mais sans chercher à augmenter ses charges, et avec beaucoup de volume à côté sur l'isolation, des écartés, du butterfly, des pompes. Comment tu vois un petit peu le... Bon, c'est facile c'est facile à expliquer. Si vous faites 3 fois 10 à 60, vous aurez le physique de quelqu'un qui fait 3 fois 10 à 60. Et si vous restez toujours avec 3 fois 10 à 60, bah, vous resterez toujours avec le physique de quelqu'un qui fait 3 fois 10 à 60. Donc, vous allez pouvoir jouer sur d'autres composantes, mettre d'autres exos d'assistance, etc. à côté. Bon, mais c'est bien. Mais l'objectif, ça va être de progresser sur votre mouvement principal. Alors après, dans le cadre d'un débutant, comme tu dis, tu le fais partir un petit peu bas, tu vois, avec de la marche, tu le fais monter progressivement de 2,5 par semaine ou de 2,5 tous les 10 jours, enfin, comme tu veux. Ouais. Naturellement, vu que c'est des charges qui ne sont pas énormes et que c'est un débutant, quoi qu'il arrive, entre guillemets, il va progresser, ça va monter facilement. Là où la réflexion, elle se pose, c'est quand ton mec, il va se retrouver face à un mur, tu vois. Et c'est là où le coach, il a une responsabilité, un rôle. C'est important de se faire accompagner par quelqu'un de pro. C'est-à-dire, Ouais. qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue de monter en charge et je passe sur des séries de 8, des séries de 6, des séries de 4, pourquoi pas? Ou est-ce que je rajoute des séries? Ou est-ce que je recycle plus bas? Ou est-ce que je vais jouer justement sur des exos d'assistance? Parce qu'après, on peut réfléchir, on peut se dire, bon, ben voilà, il plafonne à 3 x 10 à 80, quel est son facteur limitant? Est-ce que si je ne mettais pas des petites assistances sur les triceps, ça ne lui permettrait pas de débloquer ça? Ou est-ce que je ne vais pas jouer sur la fréquence et dire, je vais lui rajouter un autre développé couché dans la semaine? Et là, en fait, tu as une multitude, tout un panel de stratégies qui s'offrent à toi. Et chaque stratégie, elle est censée répondre aux besoins de ton athlète. Et là, c'est là où compte l'individualisation de ce que tu vas choisir. Et puis l'expérience de toi en tant que coach pour faire le bon choix et te dire, bon, mais voilà, lui, ce dont il a besoin, c'est ça. Ouais, tout à fait. Bah, je te rejoins parfaitement. C'est vrai qu'on peut effectivement changer de stratégie. C'est vrai que la surcharge progressive, ça a ses limites. Sinon, on monterait tous à 10 fois 200 au bench. Et or, c'est pas le cas. Ce serait beau. C'est ce que je dis à mes athlètes des fois. Des fois, ils me demandent, ils me disent, on monte comme ça jusqu'à quand? Je dis, jusqu'à la mort. Et, C'est ça.
Et des fois, il y a un petit peu cette euphorie chez le débutant où il se dit j'ai progressé de 25 kilos comme ça en linéaire en faisant juste 2,5. Alors après, moi, je fonctionne par bloc, c'est-à-dire que je vais monter sur 4 ou 5 semaines, je redescends un peu, je remonte, je redescends un peu, je remonte. Alors à chaque fois, on repart plus haut et on remonte un peu plus haut et ainsi de Ouais, suite. c'est des petits blocs en fait. Hein, ouais. C'est ça. Tant que cette inertie, elle te suffit à progresser, tu n'as pas besoin de modifier grand-chose en fait. Tant que ça marche, entre guillemets, ton rôle de coach, il est facile. Par contre, là où ça va se compliquer, c'est quand ça suffira plus. Et forcément, il y a un moment donné où ça ne va pas suffire, parce que sinon, on ferait tous 500 kilos partout. Ouais, mais c'est Et ça. puis après, tu te confrontes à un mur, après, tu peux Une blessure. avoir une petite douleur. Alors, tu vois, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Mais tant que ce schéma, en fait, plus ton schéma, plus les schémas simples fonctionnent, plus il faut rester sur les schémas simples. Exactement. La surcharge progressive, c'est le plus simple des schémas. Et tant que ta surcharge progressive, elle suffit, c'est même pas la peine de se casser la tête à faire autre chose. Et quand ta surcharge progressive, elle commence à plus suffire, et bien là, il va falloir essayer de jouer sur d'autres variables, peut-être le volume à augmenter, peut-être pour créer plus de capacité de travail, peut-être les assistances à modifier, peut-être Une des variation assistances à sur le mouvement. Ouais, ouais. de la variation, rajouter une fréquence, etc. Il y a plein de choses à faire, mais par contre, tant que le linéaire fonctionne, clairement, il faut rester sur le linéaire et pas se casser la tête. Ouais. Mais c'est vrai qu'en prise de muscle, au final, ça se rejoint bien. Après, effectivement, on peut toujours travailler sur des subtilités, travailler en partiel, essayer d'allonger un peu les séries ou autre. Mais c'est vrai que, en fait, il y a un petit peu cette stratégie qui est de, si tu peux progresser avec le moins de séries, bien sûr, on n'est pas partisan du moindre effort ici, hein, vous le savez, mais si tu peux progresser sur 3 séries sur un exo, va pas en faire 4 ou 5 parce qu'au final, c'est des séries qui vont entamer ta récup pour après, qui vont peut-être dégrader ton pattern de mouvement et c'est peut-être des séries qui ne seront pas productives où où tu pourras bien forcer et progresser. Donc au final, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et au-delà de ça, c'est des cartouches dont tu te prives pour après. C'est-à-dire Exactement. que, a priori, faire du 3x10, c'est pas ce qu'il y a de meilleur pour progresser en force, on Ouais, va pas tout se à fait. mentir. Oui, oui, Mais ça si n'exclut le faire du basique. 3x10, ça te suffit à progresser en force, eh bien, jouis au maximum de ton 3x10. Et une fois que ton 3x10 il suffira plus, essaye de passer sur autre chose, tu vois, qui sera plus rentable. Et en fait, si tu te mets tout de suite sur, je sais pas, moi, je fais du bench 3-4 fois dans la semaine avec des singles 2 fois, des variations, des assistances triceps et tout, tu vas vraiment énormément progresser au début. Mais en fait, le moment où tu vas te confronter à un mur, qu'est-ce que tu débloques comme Il n'y a plus rien à stratégie? débloquer parce qu'on a tout utilisé. Ouais. Voilà, parce que tu as tout utilisé. Alors bon, ça ne veut pas dire que tu ne vas pas progresser, mais l'idée, c'est de développer les ressources minimales pour progresser. Si tu as un bon rythme de progression, c'est bien. Parce qu'aussi, il y a ça qu'il faut garder en tête dans le développement de la force, c'est que si vous progressez trop vite, vous risquez d'avoir des soucis dans la mesure où vos muscles, vos capacités progressent plus vite que vos tissus, eux, ne progressent dans leur capacité à encaisser. Ouais. C'est-à-dire que tu peux faire 3 x 10 à 100, mais que tes tissus ne soient pas tout à fait capables d'encaisser 3 x 10 à 100, mais juste d'encaisser 3 x 10 à 85. Et les tissus, leur résilience, elle progresse moins vite. Donc, des Ouais. fois, ça peut aussi être une stratégie de limiter les vitesses de progression pour limiter les risques de blessure, créer un peu plus de résilience au niveau tissulaire pour qu'ensuite, quand vous allez débloquer les paliers supérieurs, vous puissiez les faire en toute sécurité sans vous blesser. Et ça, c'est vrai pour le fameux débat sur le dos rond, soulevé de terre, etc. etc. D'ailleurs, on a fait un podcast avec Delavier hier sur le sujet, tu vois. Donc, D'accord. Alors, je suis peut-être un petit peu moins dogmatique que Delavier sur le dos rond soulevé oui, de terre parce il a son point de qu'effectivement, vue. Ouais. voilà, il a un point de vue qui est très biomécanique, Mhm. mais tu as des gens qui ont un point de vue qui est uniquement adapté, enfin, axé à adaptation tissulaire, et la vérité, elle se situe entre les deux, en fait. Donc, bon, si tu en as parlé avec Delavier hier, on ne va pas repiloguer là-dessus, mais Non, mais c'est voilà, intéressant. vos tissus doivent se préparer, mais le problème, c'est que on s'imagine que les tissus, ils Jusqu'à se. une certaine limite, quoi. Franchement, moi, je le vois. Tu vois, je te disais, ça fait 15 ans que je fais de la muscu, ça fait presque plus de 10 ans que je soulève des trucs lourds. Au niveau de l'adaptation tissulaire, tu vois, sur certaines articulations, certains muscles et tout, je sens
il y a des choses qui ont mis 10 ans à se mettre en place, tu vois, en termes de résilience pour encaisser le volume, etc. Moi, je peux bencher 4 fois par semaine, ce n'est pas un problème. Mais j'ai mis 10 ans à le construire. Mais Et si j'avais fait ça au tout début, je me serais fait mal, c'est sûr. ouais, mais c'est super intéressant ce que tu dis, Clem, parce que tu dis, ça fait 15 ans que je m'entraîne et ça fait 10 ans que je soulève des trucs lourds. Ça veut dire que tu as mis 5 ans à créer une base, justement. On va y revenir juste après. Et comme tu le dis, en fait, moi, j'ai écouté beaucoup de podcasts que tu as fait aussi par le passé. Au final, c'est un truc que j'ai retenu de toi, j'ai l'impression que c'est ça. C'est si vous vous spécialisez trop vite ou si vous allez trop vite dans votre progression, vous allez vite progresser sur le moment, mais vous allez limiter à fond votre potentiel, votre potentiel général, votre potentiel max, mais pas du moment en fait. Donc effectivement, C'est ça. il faut pas aller trop vite. Si on schématise à fond, plus vous serez spécifique, plus vous progresserez et plus vous progresserez vite. Voilà, ça c'est automatique. Donc, clairement, si je veux être fort au développé couché, bah, je fais que du développé couché tout le temps. Je fais Il faut rien connaître d'autre. ses Par objectifs contre, et voilà. Par contre, le problème, c'est que je vais exploiter tout de suite mon plein potentiel au développé couché parce que je ne ferai que ça. Mais par contre, mon potentiel maximal du développé couché, je ne vais probablement pas le développer et je hmm, vais probablement créer des restrictions de mobilité et des compensations. Donc, avoir des restrictions de mobilité et des compensations, ce n'est pas forcément dramatique à court terme, mais hmm, à moyen terme, à long terme, ces restrictions de mobilité, ces compensations, elles vont s'accumuler, s'accumuler, s'accumuler. tout à Et fait. à la fin, vous allez finir à avoir un pattern, un pattern qui sera tellement restreint en fait que dès que vous allez sortir d'à peine 1 mm de votre pattern, eh bien, il y a quelque chose qui va mal se passer, vous allez vous faire mal. Et derrière, vous allez devoir faire tout le chemin inverse pour retrouver de la mobilité et tout. Et sauf que ce que vous avez mis peu de temps, entre guillemets, à perdre, vous allez mettre très longtemps avant de le récupérer. Et vous allez faire un gros travail de réhab et On vous va allez vous perdre faire du mal, temps, recréer une etc. base. Ouais. Et voilà, et vous allez perdre du temps. Même dans le développement chez les enfants, etc., chez les sportifs, aux États-Unis, ils font, chez les jeunes, ils sont très, très, très génériques pendant très longtemps. Et Ouais. ensuite, ils les spécialisent le plus tard possible, en fait. Parce Ouais. qu'il faut être un bon athlète avant d'être un bon haltérophile ou un bon force athlétiste ou un bon footballeur ou un bon rugbyman ou je ne sais pas quoi. Soyez d'abord des athlètes et quand vous serez de bons athlètes, là, vous pourrez ensuite développer autre chose. Améliorer vos capacités cardiovasculaires pour avoir une bonne capacité de travail, pour avoir des bonnes facultés de récupération, etc. Et si vous spécialisez trop vite, trop tôt et de manière trop spécifique, eh bien, en fait, à court terme, ce sera mieux, mais à moyen terme et à long terme, vous allez vous brider et ça va vous rattraper. Et ce que tu dis, en fait, ça rejoint parfaitement en fait la saisonnalité d'un sportif, par exemple. Au final, sur sa saison sportive, sur un plan annuel, il va pas démarrer par une PPS, il va d'abord faire une PPG, donc une prépa physique générale. Petit à petit, il va se spécialiser un peu plus. L'exemple le plus criant, c'est, bon là, ça commence à se spécialiser un petit peu les PPG, mais au football, quand on reprend, moi j'ai fait 10 ans de foot, tu vois, quand on reprend une saison, on touche pas trop le ballon, on est plus en train de courir, on travaille sur le foncier, etc. Ça se perd un petit peu, mais Après, ça peut se discuter, ça, parce que, enfin, dans une oui, certaine mesure, j'entends, parce que cette périodisation par bloc, elle est héritée en fait de l'ex-URSS, parce que dans l'ex-URSS, pendant 3 mois d'hiver, à part faire du footing et de la musculation, tu peux rien faire. tu Donc, peux te battre contre c'est des ours. hérité. Hein. Tu peux te battre contre des ours. Ouais, tu peux te battre contre des ours aussi. Donc, c'est beaucoup hérité de cette période-là. Et on se rend compte quand même que pour un sportif d'un certain niveau, il faut garder quand même une dose de spécifique toute l'année. Mhm. Mais de la même manière, il faut garder une base de général toute l'année. Ouais. Tu vois. Et si tu prends l'exemple de Serena Williams quand elle était encore en carrière, même pendant un tournoi du Grand Chelem, un Roland Garros et tout, elle avait prépa physique un jour sur deux, même Mhm. pendant le Ok. tournoi. Ok. Elle lui maintenait, son coach Mouratoglou, il lui maintenait de la préparation physique tous les 2 jours, de manière normale, pour irradier sur toute l'année. Et en fait, éviter un petit peu ces montagnes russes au niveau de la forme et ces alternances PPS, PPG. Même s'il y a des périodes qui sont peut-être un peu plus propices à faire de la PPG, des périodes un peu plus propices à aller sur du spécifique, surtout sur des sports très techniques comme le tennis, le BMX ou j'en sais rien, tu vois, Ouais, tout mais, à fait. ou le foot. Mais il faut quand même maintenir une certaine dose de spécifique. Il y a des moments pour faire des gros rappels de préparation physique générale, mais de manière générale, et je pense dans le développement de la force, la musculation, etc., encore plus, il faut essayer de maintenir un certain équilibre. Alors, c'est peut-être le ratio qui va évoluer, c'est-à-dire que un peu loin de ta compétition, tu vas être sur, tu vois, un mec comme moi, je suis
en ce moment, là, je suis sur plutôt un hors-saison. On va dire que je suis à 60% spécifique, 40% général, tu vois. Et peut-être qu'à Ok. l'approche de la compétition, je vais être à 80-20 ou 85-15, tu vois. Mais, Mais je garde toujours, tu mais vois, ce encore une ratio-là. fois, excuse-moi Clément, mais encore une fois, on le rappelle, ça c'est pour toi et c'est parce que tu as 15 ans dans les pattes aussi, quoi. Exactement, voilà. Et ça, c'est ce que j'allais dire. Quelqu'un qui débuterait, par exemple, même proche d'une compétition, eh bien, le garder à 50-50, ça justifie. Et Hmm. moi, j'ai des personnes qui sont plus ou moins débutants. Je les garde à 80-20 ou 70-30, tu vois, 70 Mhm. génériques et 30 spécifiques. Parce qu'en fait, ça suffit pour qu'ils progressent, mais sans qu'ils se fassent mal. Et ça permet de créer une bonne base de travail pour qu'ensuite, Voilà. quand ils seront plus aguerris, etc., on pourra monter un petit peu la dose de spécifique. Et Parce à que l'inverse, l'objectif, des personnes qui ont une énorme base de générique, qui sont des anciens athlètes de haut niveau dans d'autres disciplines sportives. Et ces gens-là, du générique, je ne leur en fais pas tant que ça parce qu'ils ont créé une énorme base avec toutes leurs années d'entraînement préalables. Et ce n'est pas la peine du tout. d'accord. Parce qu'il faut bien rappeler que l'objectif, c'est pas de surperformer sur la première compétition qu'on fait, la première année. Le but, c'est pas d'être le premier des premiers pas, quoi. Si on parle de force Ah bah, athlétique, non. ou clairement, en muscu, c'est pas de faire le PR de sa vie dès la première année. C'est impossible. Déjà, c'est même un petit peu bête de dire ça, mais c'est pour bien comprendre. Et comme tu l'as très bien expliqué aussi, il faut toujours faire enfin, tu l'as sous-entendu, mais il faut faire la relation entre le sport en général, donc l'activité sportive, l'APS, et la musculation qui est aussi une activité sportive. Certes, on ne fait pas de compétition, donc le côté spécifique, ça, c'est encore autre chose, c'est encore autre chose, mais il faut garder en tête qu'il y a des bases à construire et surtout, même si quand vous allez en salle dans un Basic Fit ou autre, vous n'avez pas de coach, donc on n'est pas drivé par quelqu'un ou autre, à moins qu'on soit coaché par quelqu'un comme Clément, mais on va clairement pas. Il faut quand même ne pas foncer tête baissée vers des perfs. Faut pas vouloir, entre guillemets, brûler les étapes, se détruire, aller trop vite. Sinon, Ah c'est bah, très préjudiciable pour la suite. Vous risquez de vous blesser, parce que comme tu l'as dit, c'est une histoire de régénération des structures autres que le muscle qui se fait moins bien. Et tout simplement, vous allez limiter votre potentiel. après, là, il y a un gros développement de la force en France. En ce moment, Ouais. si tu vas dans un Basic Fit ou une salle, tu vois beaucoup de gens qui sont estampillés force athlétique, tu vois, avec du matos SBD, etc. Mm. Des fois, alors moi, je ne vais jamais dans ces salles-là, mais des fois, il y a des gens qui m'envoient des vidéos qui me disent regarde ce que je vois et tout. Et c'est vrai que ça pique les yeux, quoi. Eh oui, Et en fait, moi, je suis partagé entre eux. C'est super parce qu'il y a énormément de personnes et énormément de jeunes qui qui pratique. accèdent à la discipline. Alors, via YouTube, via TikTok, via Instagram et tout, parce qu'il y a une com de certains athlètes qui est excellente là-dessus et c'est super. Et Mm. le problème, c'est le défaut d'encadrement, entre guillemets, Voilà. et que il y en a qui vont vraiment se bousiller. Alors, ce ne sera pas forcément rédhibitoire pour tous, mais il y en a quelques-uns qui vont se faire mal et tout de suite, on va dire, bon, ben voilà, la force, c'est dangereux. Ouais, c'est Or, ça. non, la force bien réalisée, ça ne l'est pas plus qu'un autre sport, voire même ça l'est moins que d'autres Moins, sports. moins. Bah oui, parce que t'as pas toutes les incertitudes, tout le côté imprévisible. Tu as une Ah barre, oui, bien sûr. ta plateforme, tu sais où mettre tes pieds, tu as tes repères Bien sûr. proprioceptifs, tu as ton setup, et donc effectivement. Honnêtement, de toute façon, il y a des études qui le montrent, hein, mais c'est un des sports où, pour 1000 heures d'entraînement, tu as le moins de blessures. Par Mm. rapport au rugby, au foot, au handball, au judo, tu as peu de blessures. Mais par contre, euh, il y a la possibilité, mais ce qu'il y a, c'est que c'est insidieux. Les blessures, elles sont insidieuses parce qu'elles mettent du temps à s'installer. Mhm. Et en général, quand tu te blesses, c'est un truc qui est assez profond et qui peut être assez grave. Tu vois, donc ça peut être une hernie, par exemple, ou ça C'est peut être sous-jacent, souvent. Mm. voilà, une déchirure ou des problèmes tendineux, etc. Parce que Ouais. ça met du temps à se mettre en place. Et comme ça met du temps à se mettre en place, bah, c'est des bombes à retardement. Et souvent, on s'en rend pas compte et on accumule, on accumule. Et après, ouais, quand il faut revenir en arrière et reprendre une technique entre guillemets meilleure, Ouais, puis ça peut être. au niveau Ça de peut être... l'ego, ça fait mal aussi, hein, ouais. Oui, et puis comme tu as mis. Parce que par exemple, si tu n'as pas de problème au dos, pour revenir au débat du dos rond, si tu n'as pas de problème au dos, que tu fais les choses comme il faut, que tu te renforces,
que tu as un bon bracing, que tu as une bonne technique, etc., etc., si une fois de temps en temps, tu arrondis le dos, il ne va pas se passer grand-chose de dramatique, tu vois. Mm. Par contre, à partir du moment où tu as tiré n'importe comment avec un dos complètement rond, sans aucun gainage, Exactement. sans respecter la progressivité et tout, et que la blessure sera là, derrière, tu pourras faire tout ce que tu veux, tu n'auras plus le droit à l'erreur. Ouais, moi je suis d'accord avec ça. Si tu tires dos rond de manière dégueulasse juste pour optimiser, entre guillemets, c'est pas le terme, mais pour jouer sur tes leviers tout court et que tu peux mettre plus lourd parce que tout simplement c'est une histoire de biomécanique, comme on l'a dit dans le podcast avec Fred, tu vas pouvoir tirer plus lourd, ça sera moins dur. Forcément, c'est pas ce qu'on vous conseille. Après, si c'est fait une fois de temps en temps, effectivement, moi tu vois, je l'ai à mon humble niveau, hein, tu vois, je fais pas de soulevé de terre. J'ai voulu faire une vidéo pour montrer ou pas si. En ayant, on va dire, un peu de cuisse, on arrive à être quand même bon sous les terres. J'ai failli à 200, j'ai fait 190, j'ai refait 200 un petit mois après. C'est des barres qui sont risibles, attention, hein. Mais c'est vrai que le dos, il est placé, tu vois, je sais me placer, on va y revenir après. Mais c'est pas quelque chose que je ferai tout le temps, tu vois. Je t'enverrai la vidéo si tu veux, tu me diras. Mais c'est pas quelque chose qu'on va conseiller non plus, effectivement. Mais encore une fois, il y a, enfin, après, vous en avez parlé, mais il y a dos rond et dos rond. C'est-à-dire que dos rond, ça ne veut pas dire grand-chose. Et tu peux avoir une légère flexion lombaire sans que ce soit grave. Mais si tu es complètement en flexion totale, en appui sur toutes tes vertèbres et qu'il n'y a pas de gainage, qu'il n'y a pas de bracing, que le Hmm. mouvement il se fait vite, il est violent, etc., c'est pas pareil. En fait, on ne parle pas de la même chose. Donc, voilà, c'est ça le truc. Mais le problème, c'est que la plupart des gens, ils ne comprennent pas cette nuance-là. Et même dans l'entraînement, on parle d'individualisation, etc., de progression, de progressivité et tout. Mettre plus Ah, simple toutes les il semaines, capte faire pas. PR plus simple toutes les semaines, c'est pas de la progressivité. Ouais, non, mais c'est clair. C'est clair. C'est si on fait un max en semaine 1 et qu'on fait 2 fois le max en semaine 2 et 3 fois le max en semaine 3, ça fonctionne pas. Bah, ça peut, si tu veux, mais si tu fais ça toutes les semaines de tous tes blocs, à un moment donné, il y a forcément un truc qui va mal se L'explosion, ouais. passer ou se dégrader et ça va te rattraper à un moment donné. Il faut comprendre que il faut différencier vraiment deux choses de développer sa force, de tester sa force. Il y a un moment pour tester sa force, c'est les compétitions ou un mock meet ou à la limite une fin de bloc ou je sais pas quoi, ou un jour avec tes copains parce que tu as envie et que ça peut justifier, hein, c'est pas un problème. Euh, il faut différencier ça, tester sa force de je développe ma force. Et quand je vais m'entraîner à développer ma force, développer mes capacités. Et ensuite, quand j'ai envie de me tester, là, je me teste. Et oui, peut y avoir des dégradations, c'est pas la fin du monde. Mais par contre, voilà, il faut savoir ce qu'on fait et pourquoi on le fait, en fait. Bah, écoute, c'est parfait ce que tu dis parce que ça me permet de transitionner sur la suite. Tu as dit la phrase, il y a une différence entre démontrer sa force et développer sa force. Et effectivement, on ne peut pas aller contre cette phrase, elle est tout à fait juste. Et tu vois, moi, je vais pas souvent dans le Basic Fit de ma ville. Moi, je suis de Boulogne-sur-Mer, tu vois, tout en haut de la France. Et je suis dans une petite salle associative où ça se passe très bien et tout. Et de temps en temps, quand je finis tard et tout, je vais dans mon Basic. Et c'est mon collègue, comment on pourrait dire, je suis son tuteur en fait, c'est mon BPGEPS, tu vois, qui est dans la salle où je coach aussi. Djibril, hein, je lui fais un petit coucou, il se reconnaîtra. Et en fait, on discutait pas mal enfin, je discutais pas mal avec lui parce que lui, il avait cette idée de, je m'entraîne avec mes potes, je suis au développé couché par exemple, et mon but à chaque fois, c'est d'être à fond, tu vois, sans forcément chercher à construire et sans se donner une marge, tu vois. Moi, quand il me voit m'entraîner, tu vois, je fais mes séries, je fais ma série de 8. Il va me dire ah, tu en avais encore deux. Tu vas dire non, mec, j'en avais encore deux, mais c'est une marge que je vais pas griller parce que la semaine prochaine, je vais rajouter une rep ou un kilo et donc ça va. Voilà. Le but, c'est pas d'être à fond, sinon je peux rien faire la semaine d'après, je suis déjà au max. Et pour reparler un petit peu de ça, euh, comment on pourrait convaincre les personnes qui pensent que, alors on l'a dit en début de podcast, dans le sens où tu fais 10 à 80, 10 à 100 ou 10 à 120, bien sûr tu prends du muscle, mais si tu restes tout le temps à 10 à 80, tu vas avoir le physique de quelqu'un qui fait 10 à 80. Mais est-ce que pour toi, il y aurait un argument infaillible qui pourrait convaincre toutes les personnes qui vont s'entraîner et qui cherchent pardon, à justement, entre guillemets, se détruire et faire le plus de reps à chaque fois sans avoir de marge et sans chercher à progresser ou est-ce qu'il faut
faut obligatoirement stagner et comprendre par son expérience qu'on n'arrive pas à progresser en faisant ça pour enfin se dire, OK, le lundi prochain, je vais être sur le banc de coucher, je vais démarrer RPE 7, mais pas plus. Et je vais monter petit à petit l'intensité, je vais gérer le volume, tout ça. Et pas être à fond parce que je suis avec mes potes. Est-ce que tu auras Bah, un il y argument? a un argument simple, c'est OK, tu peux faire 10 à 80 aujourd'hui, tu peux faire 10 à 80. Vas-y, fais 10 à 80. Tu as fait 10 à 80. Maintenant, tu fais quoi la semaine prochaine pour faire mieux? Bah, t'es grillé, en fait. C'est ce qu'on disait. Tu peux pas, en Comment fait. tu T'es fais, déjà à fond. comment tu fais pour faire mieux? Tu vois, moi, j'en ai des athlètes des fois comme ça. Semaine 1, je me suis senti bien, j'ai mis 5 kilos de plus. Bon, alors en général, je les rapproche, je les reprends vite à l'ordre et ils le font plus. Mais c'est bien, tu as mis plus 5, mais je sais que tu es capable de faire plus 5, mais je m'en fous. Moi, ce que je veux, je m'en fous de ce qu'on va faire en semaine 1 et de ce que tu fais aujourd'hui. Moi, ce que je veux, c'est ce que tu feras dans 2 mois ou dans 6 mois ou dans 2 ans. Exactement. C'est ça C'est qui la vision long m'intéresse. terme. Voilà. Et en fait, c'est ça l'argument à avoir, c'est de dire, OK, je sais que tu es capable de faire ça, il n'y a pas de problème. Mais par contre, moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas ce que tu es capable de faire aujourd'hui, c'est ce qu'on fera dans 6 mois. Et si tu te mets à ton max aujourd'hui et que tu es au taquet aujourd'hui, on ne va pas pouvoir augmenter et on ne va pas créer de dynamique, on ne va pas créer de momentum. Et c'est vraiment cette notion de dynamique qu'il faut expliquer aux gens. De l'objectif, c'est que je leur dis des fois, les mecs, ils sont surpris, il faut une single à 100, 102%, tu vois, RPE 7,5, 8. Et ils disent, bah, on monte encore la semaine prochaine. Bah non, là c'était la fin de bloc, on va redescendre et on va remonter. Mais ils disent, mais pourquoi j'ai encore de la marge, je peux monter plus fort. Je dis, oui, mais moi ce que je veux, c'est que là, tu as fait single à 102% RPE 7. Moi, ce qui m'intéresse, je sais que tu es capable de faire 110%, tu vois, de ton ancien max. Ce qui a bien Tir de- progressé. Ouais. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'à la fin du bloc suivant, quand tu vas faire ton 110%, tu le refasses à nouveau RPE 7-8. Exactement, avec de la marge. Moi, c'est ce que j'aime bien dire à mon collègue. Du coup, c'est plus c'est facile, mieux c'est parce que tu vas pouvoir mettre beaucoup plus lourd par la suite. C'est ça qui est super Et, important. et surtout, il y a un élément qui est important, c'est le côté psychologique. Parce que quand tu fais un record RPE 7-8, tu te sens inarrêtable. Tu sais, tu as ce côté indestructible. Et ça, c'est hyper important parce que du coup, ça se trouve, le mec, il était pas loin du max, tu vois, mais vraiment, tu es à la limite, mais il a l'impression qu'il lui reste un petit peu de marge. Et donc, du coup, cette marge, ça rend tout possible. Et il Exactement. faut essayer de maintenir cette notion de momentum, cette notion de dynamique. Et en fait, l'entraînement, le plus dur dans l'entraînement, c'est de créer de l'inertie. Ça, c'est la première difficulté pour un coach, c'est de créer de l'inertie dans Ouais, je suis l'entraînement. d'accord. Et la deuxième difficulté pour un coach, c'est de maintenir l'inertie de l'entraînement. Alors, on ne va pas se mentir, hein, des fois, l'inertie, tu la perds, c'est chiant, mais, et à ce moment-là, il faut la reconstruire. Il faut la reconstruire, repartir de plus bas et recycler les trucs, etc., etc. Mais moi, ça m'arrive, il y a des mecs, je garde presque la même inertie pendant 1 an, parce qu'on Ok. maintient l'inertie, etc., 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 Même avec des avec les petits. compètes, tu arrives à gérer tout ça? Pas forcément, c'est pas forcément avec les compétiteurs, ça, parce que j'ai pas que des compétiteurs, Ah mais oui, ok. Plus sur le versant muscu de tes coachings. ouais, mais même tu as des gens qui veulent progresser en force sans faire de compétition de force, hein. Il y a plein de gens Ok. qui veulent juste être plus forts pour eux. Ouais, ouais, Et non, mais de toute façon, c'est la ça qualité mère, fait- hein, quoi. ouais, J'aime bah bien dire ça ouais, aussi. ouais, Donc, puis même parce qu'ils ont envie de soulever des barres, mais pas envie de se mettre en singlet et de le faire devant des gens. je Et comprends. puis, Et et tout puis comme en même, tu muscu, peux, et tu peux se pouvoir, développer sans être en slip ouais, devant c'est ça, sur une scène, quoi. progresser en force, mais tu sais, sur de l'hybride strength, tu vois, ça peut être un peu de dips, un peu de traction, le squat, mettre un peu d'haltéro. Enfin, j'ai tellement de profils différents Il n'y que a pas de règle, finalement, hein, de toute façon. Hein, donc, ouais. voilà, exactement. Et si tu arrives à maintenir de l'inertie et des mecs pendant 1 an, je maintiens PR plus 2,5 à chaque fin de bloc, tu vois. Et ben, au final, tu fais ça sur 3 mouvements, ça fait PR plus 75 au total à l'année. Je pense que tout le monde signe, ouais. Ouais, c'est clair. Voilà, tu vois. Et bah, tu rigoles, mais il y a des gens qui disent ouais, j'ai l'impression de ne pas progresser vite. Je leur dis, mais t'es un malade, tu te rends pas compte. C'est la comparaison avec les réseaux, c'est ce que j'en parlais avec Aiki de Share Fitness, que tu connais aussi, je pense. On avait fait un podcast sur les réseaux sociaux et c'est vrai que
on voit tellement, tu vois, sans citer de nom, mais de personnes qui vont aller très vite dans leur progression. Et encore une fois, sur les réseaux, on voit que les bons côtés. On voit que les grosses barres, on voit pas les blessures, on voit pas les doutes. Alors, il y en a certains qui jouent sur ça pour faire un peu de vue, mais on voit Ouais. vraiment quand même Oui, on voit pas, tu vois, un bridge au poids de corps en réhab, ou enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est tout le temps ouais, du puis tu as les sensation. qualités aussi. Tu as les qualités, c'est-à-dire que pour moi, faire progresser un mec qui a peu ou pas de qualité et qui a pas un bagage sportif énorme C'est plus euh, méritant. Ouais. et qui a un boulot qui est prenant, une vie de famille, etc., ce mec-là, le faire progresser de 15 kilos sur un squat en un an, tu vois, C'est même si c'est pour génial. le faire passer de 120 à 135, tu vois, des fois, c'est plus dur de faire passer un mec comme ça de 120 à 135 que de faire passer un mec qui a des qualités physiques énormes, qui vient d'un sport et tout, de lui faire prendre 60 kilos dans l'année. Tu as des mecs qui prennent 60 kilos sur un mouvement parce que ils sont faits pour ça, parce que c'est des athlètes, parce que mentalement, ils sont dédiés à ça. Enfin, tu as des mecs qui ont des qualités physiques naturelles énormes. Et tu peux pas te comparer. À un moment donné, Mais tu as des je pense que personnes aussi, ouais, excuse-moi, Clem. Usain Bolt, il court vite, il court vite. Usain Bolt, même s'il avait jamais fait d'athlétisme, il aurait couru plus vite que toi et moi, tu vois. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais encore une fois, c'est vrai que j'ai perdu ce que je voulais dire. Attends, je vais le retrouver. Tu Usain as dit, Bolt, ça. t'as dit un truc super intéressant avec. Oui, Mais oui. Oui, sur non, c'est bon, les. j'ai retrouvé. Et Ah, c'est vrai vas-y. que comme tu dis, en fait, enfin, une personne qui va faire, qui est pas forcément trop douée, ou du moins qui a une vie prenante et autres, et qui progresse de 15 kilos sur un squat sur un an, elle va des fois plus progresser qu'une personne qui fait que de la muscu, qui a entre guillemets que ça dans sa vie, mais qui va s'obstiner à toujours faire son squat à 120 kilos ou à 100 kilos et qui va rester Ah de oui. 120 sur un an. Et les cuisses, elles seront pas pareilles, parce que tout simplement, vous progressez, vous mettez du poids, donc vous prenez du volume. Et j'aimerais bien qu'on reste un petit peu sur cet exemple du squat. On est d'accord, le squat, on va pas parler de morpho-anatomie dans le podcast. Je pense qu'on en parlera avec Rudy un coup en podcast. Mais on est d'accord, c'est un très bon exo pour les cuisses, on va pas y revenir. Et ça permet de prendre des cuisses. Et donc, si on reste sur cet exemple, on a Guillaume qui s'entraîne, il fait 60 kilos, allez, il fait 80 kilos au squat en série de 10, en 3 x 10. Et son objectif, c'est de prendre des cuisses avec le squat. Est-ce que on lui conseillerait de mettre, je me jette dans la gueule du loin, la ceinture, les genouillères, la magnésie, l'ammoniaque, tout ce que tu veux, et voilà, d'être dans cette logique enfin voilà, entre guillemets, d'utiliser le plus possible les ressources qu'il peut utiliser pour faire son squat et progresser, ou est-ce qu'on lui conseillerait d'abord de développer son gainage, est-ce qu'on lui conseillerait de développer sa mobilité? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus en prenant vraiment le parcours de Guillaume, si on prend cet exemple-là, pour expliquer comment les gens peuvent progresser, tu vois? C'est assez dur à dire parce que euh, tout dépend, tout dépend de Guillaume, tu vois. C'est-à-dire que, bon, de manière générale, je pense qu'effectivement, pour 80 kilos, tu n'es pas obligé forcément de partir sur du matériel, etc. Ouais, Euh, je disais ça pour pousser un petit peu, hein. mais euh, l'idée, de toute manière, oui, ça va être de construire ton gainage, de construire un certain nombre de choses. Après, l'utilisation de la ceinture, par exemple, tu vois, elle ne va pas être forcément néfaste à la progression de Guillaume et à l'utilisation de son gainage, parce que même les études, elles le montrent que finalement, l'utilisation de la ceinture ne, ne limite pas le gainage, voire même au contraire, l'activation abdominale, elle est supérieure avec l'utilisation d'une ceinture par rapport à sans ceinture. Donc en fait, vous développez presque plus votre gainage avec une ceinture que sans ceinture. Mais tu ne le conseillerais Après, pas pour autant, je pense, de démarrer direct avec une ceinture et de non, miser là-dessus. bien sûr que non. Bien sûr que non. Après, surtout pour faire du 3x10. Oui, en C'est-à-dire série assez que, long. Ouais. voilà, par contre, Guillaume, je peux être amené pour le faire progresser au squat parce que peut-être qu'il va plafonner sur son 3x10 pendant un certain temps et je vais être amené à lui faire des séries de 5, des séries de 6, des séries de 4, même des séries de 3, tu vois, un peu plus lourdes pour que il développe un peu sa force et qu'après, quand il repasse en série de 10, il puisse les faire plus lourdes. Mm. Et là, pour le coup, sur des séries un petit peu plus courtes, avec des pourcentages un peu supérieurs, ça peut être intéressant de lui faire utiliser la ceinture. Mais encore une fois, la ceinture, c'est un outil, mais ça ne doit pas être un cache-misère. C'est-à-dire que le mec qui met sa ceinture parce qu'il a mal au dos et qu'on s'arrange la ceinture, ça ira mieux. Non, c'est une erreur. Et la ceinture, c'est un skill comme un autre. Donc, moi, Mm. je vois souvent ça. Des gens, surtout dans les box de CrossFit, des gens, ils s'entraînent jamais avec la ceinture, mais jamais, 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 ils la mettent pas, tu vois. Et le jour où il y a un max, ils la mettent. Ils Elle sont sert des à rien, en habitués, fait. ils sont pas habitués. Ouais. Ben non, la ceinture, c'est un skill. En fait, la ceinture, elle va te gêner et elle va rien t'apporter et tu vas même augmenter les chances de te faire mal. Donc, la ceinture, si tu veux utiliser une ceinture
tu veux faire un max ou quand tu veux faire un truc ou dans ton développement, pas de problème, mais utilise-la de manière régulière, mais ne cherche pas à l'utiliser que quand c'est très lourd ou que à certains moments, etc. Et utilise-la pour les bonnes raisons, pas pour masquer une douleur, etc. etc. Ok. Et ça, c'est quelque chose qui est fréquent aussi. Mais je diabolise pas forcément l'utilisation de la ceinture, des genouillères, etc. parce que c'est des outils de progression comme d'autres. Mais effectivement, il y a des choses à construire et Voilà. avant de mettre avec la ceinture, il faut être capable de faire quand même correctement sans. Et vous ne pourrez pas avoir un bon bracing avec une ceinture si vous n'avez pas un bon bracing sans ceinture. Ok, Voilà. ça c'est important. Ouais. Et Le bracing, bracing, pour ça remettre un peu de s'apprend. contexte, c'est l'utilisation de la respiration, la méthode de Valsalva. J'explique un petit peu pour les personnes qui sont un Oui, peu familières. Donc, on va venir mettre de l'air dans le ventre, de la pression intra-abdominale, pour justement essayer d'être le plus rigide possible et être un bloc sous la barre. c'est ça, l'idée c'est de créer de la rigidité en utilisant l'air et les muscles respiratoires notamment. Et dans le développement de la force, enfin dans la force, c'est vraiment le nerf de la guerre. C'est-à-dire que c'est le premier facteur à débloquer sur une technique d'exécution. Et souvent, quand on voit des gens qui ont un squat qui est pas beau ou un soulevé de terre un peu dégueulasse et tout, on leur donne des conseils de merde du genre mets tes genoux vers l'extérieur, lève pas les fesses, fais pas ci, fais pas ça. Mais en fait, tout est lié au fait qu'ils n'ont pas de bracing. Ouais, Et en on fait, travaille sur la conséquence et pas la cause même, en fait. voilà, exactement. Et Mhm. en fait, on leur donne tout un tas toute une série de corrections qui sont totalement inutiles parce qu'en fait, le seul truc qui ne fonctionne pas, c'est leur manière de respirer. Et que tous les autres défauts qu'on voit, ils découlent de ça. Donc, d'abord, gérer la manière de respirer, adapté à la charge, évidemment. Et ensuite, on pourra voir pour donner d'autres consignes. Mais souvent, la respiration, elle est fondamentale dans la qualité d'un mouvement de force. Ouais, puis souvent, c'est vrai qu'on donne 5 conseils d'un coup et du coup, on pense à tout sauf au squat. Et j'en parlais avec quelqu'un de la salle, un adhérent de la salle dans laquelle je bosse, qui est spécialiste en préférence motrice et qui expliquait justement que la respi, elle était fondamentale dans la réussite, tout simplement, dans l'exécution motrice. Et c'est un sujet qui est super intéressant que j'essaierai de développer aussi. Déjà, un conseil pour tous les coachs, mais je le dis pour tous les coachs, que ce soit en présentiel ou à distance et tout. 1 à 2 focus techniques en même temps, pas plus. Voilà. Ah, je suis d'accord avec ça. Ça ne sert à rien. Quand je vois des mecs qui disent fais ci, non, et ça, réponse à ça, et pense à Tu penses à rien? À vouloir être partout et nulle part. Donc, 1 à 2 conseils techniques maximum. Et même des fois, tu vois, moi, il y a des gens qui m'envoient des messages ou qui me disent ouais, qu'est-ce que tu penses de ma technique, etc. alors qu'ils sont des coachs. Donc, je leur dis vois avec ton coach. C'est pas à moi de faire ça. Ah Et oui, en ok. plus, ou même les gens qui te donnent des conseils sans que tu leur demandes, tu vois. Ah oui, 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 mais ça, c'est Instagram, Mec, hein. je me concentre. Mon coach, il me demande de me concentrer sur un ou deux trucs parce que selon lui, c'est la priorité. Si tu parles de tous ces autres trucs-là, alors c'est bienveillant, ça part peut-être d'un bon sentiment, mais en fait, tu vas juste créer de la perturbation. Bah oui. Donc, fous-moi la paix, laisse-moi me concentrer sur mes un ou deux trucs, et quand ces un ou deux trucs-là, ils seront maîtrisés, ok, eh bien, on les aura automatisés, on passera sur un ou deux autres. Et c'est comme ça que tu évolues, tu vois, étape par étape. Mais tu ne peux pas passer, tu vois, des fois, ils me disent ouais, mais mon squat, il y a ça qui ne va pas, etc. Bah ouais, mais d'abord, on va C'est point continuer de se par concentrer point. là-dessus. C'est ça. Allez, et souvent, je leur dis, il y a deux, trois autres trucs, mais par rapport à mes attentes actuelles, c'est nickel. Donc, continue comme ça. Ouais, au Okay. final, tu leur dis pas Et forcément, quoi. Ouais. voilà, c'est ça. Et mes attentes, après, elles vont évoluer. Mais tu ne peux pas avoir les mêmes attentes envers quelqu'un qui débute et qui fait du squat depuis 3 mois et quelqu'un qui est compétiteur et qui squatte 250. Tu ne vas pas du tout avoir les mêmes exigences envers l'un et envers l'autre. Et les corrections techniques que tu vas apporter, elles ne seront pas du tout comparables. Tu ne seras pas du tout dans le même registre. Ouais, c'est Et sûr. je peux être amené à dire à quelqu'un qui débute depuis 3 mois, parce que tu fais, c'est très bien, par rapport à mes attentes actuelles. Et dire à quelqu'un qui squatte 250, bah non, il y a plein de trucs qui ne vont pas. Oui, encore une fois, faut pas raisonner qu'en termes de charge, en termes de vitesse de progression.
Et je suis d'accord avec toi, donc je pense que tu as super bien répondu, Clem. Donc comprenez bien que si on reprend l'exemple de Guillaume à 80 kilos, on peut le faire progresser de plein de façons. On peut choisir de baisser un peu son nombre de reps pour qu'il essaye comment dire, d'avoir un petit effet de potentiation. C'est pas vraiment ça, mais du moins de réveiller un peu son système nerveux pour être meilleur après et pouvoir mettre plus lourd. Parce que si vous augmentez en gros votre 1 RM, forcément votre 10 RM il va être plus haut aussi. C'est une histoire de pourcentage. Et concrètement, ne vous jetez pas directement sur le matériel, les accessoires. Comme l'a rappelé Clément, ça peut être de super outils. C'est de super outils s'ils sont bien utilisés. Mais la première base, c'est de bien exécuter le mouvement, de savoir utiliser le matériel si on décide de l'utiliser, peut-être aussi pour débloquer un palier, pourquoi pas. Ensuite, c'est d'avoir une bonne base de mobilité, une capacité de mouvement intéressante, être capable d'exprimer de la force en bas de son squat, avec un bon renforcement des moyens fessiers, par exemple, etc. Et avoir une bonne base de gainage aussi. Comme tu l'as dit, c'est ce qu'on appelle des core lifts. Donc, core, C-O-R-E, ça signifie le noyau. Hein. Donc, c'est des mouvements qui doivent être faits avec une grosse attention au niveau du tronc. Et effectivement, en tout cas, c'était super intéressant. Est-ce que tu vas rajouter un petit mot, Clem, ou est-ce qu'on a fait le tour selon toi? Non, 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 c'est bon pour moi par rapport à la question que tu m'as posée. Super. Bah, écoute, j'étais super content de t'avoir en invité sur ce podcast. Donc, est-ce qu'on peut avoir quelques réseaux peut-être pour te retrouver, pour suivre ton actu? Bah, mon Instagram essentiellement, tu le mettras en Je description, mettrai tout j'imagine. dans la description comme d'hab, Ouais, hein, de toute façon. donc, en gros, c'est les consonnes de Clément Goudin et avec un 1, le chiffre à la fin, donc CLTGD1. Ça, c'est mon Instagram et bah, vous pouvez me retrouver ici. Et si vous avez des questions ou envie de discuter de sujets abordés sur le podcast, ça sera avec plaisir. Super. Donc, de notre côté sur Scan Training, bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en activant la cloche pour ne pas rater les futurs contenus. N'oubliez pas non plus de liker cette vidéo, de la partager à vos potes tout simplement pour les informer et leur expliquer un petit peu qu'il faut construire et non se détruire. Et à commenter, pourquoi pas, pour nous donner vos retours d'expérience, vos impressions et autres. On se fera un plaisir en tout cas de vous répondre. En tout cas, Clem, merci encore à toi. Et puis nous, on se dit à très vite pour un prochain podcast et pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde! Salut!